La vidéosurveillance a été déployée depuis le 7 septembre dernier sur l'ensemble du territoire. Quel est son impact dans le milieu du transport? Nous aurons des réponses dans cette édition. En Afghanistan, un talibanto permet de constater les ruines de la CIA. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système de surveillance des routes, la vidéosurveillance, un système de caméras et de transmission d'images pour surveiller les véhicules à distance. Cela au vu du nombre de décès enregistrés dans les accidents de la circulation, 1500 victimes en 2020 selon des chiffres officiels. Ce système est-il suffisamment compris et accepté par les usagers? Quel est l'impact de la vidéosurveillance dans le secteur du transport? Joël Gosset nous donne des réponses. À peine elle naît qu'elle fait des malheureux. La mise en œuvre de la vidéo-verbalisation fait grincer les dents de certains transporteurs. Ce nouveau système du gouvernement qui lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes s'appuie sur les dispositifs de vidéosurveillance installés dans l'espace public et permet de sanctionner à distance une infraction au code de la route. À la nouvelle gare de la commune d'Adjamé, la circulation est fluide. À ce carrefour qui d'ordinaire laisse entendre des klaxons de voitures et des bouchons liés au stationnement anarchique, se dégage un calme plat. À la gare, ces conducteurs manifestent leur mécontentement face à la mise en œuvre de la répression gouvernementale. Sur 200 véhicules que compte la gare, seulement 60 circulent. Une situation qu'ils jugent difficile à accepter. Depuis la sortie de la note, vraiment il est difficile pour nous de travailler. Et seul Dieu sait, un seul bac nourrit combien de personnes par jour. Et quand on regarde, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 40% de nos véhicules qui roulent. Tous ces jeunes gens que vous voyez, c'est des conducteurs, des apprentis. Et ceux-là aussi ont d'autres personnes derrière eux. Impuissants, ces transporteurs demandent un report de la mesure. Si vraiment le gouvernement pouvait encore nous accorder un petit temps afin qu'on puisse mettre un peu la main dans ces véhicules-là, parce que tout le monde n'a pas les mêmes forces. Et je parle aujourd'hui au nom même des propriétaires des véhicules. En route pour la commune de Yopougon, où on entend depuis 2 jours sur les réseaux sociaux des bruits de mécontentement de certains conducteurs. Fait étrange, les taxis communaux sont presque inexistants. Seuls quelques-uns en règle profitent de la fluidité de la circulation. Les conducteurs absents sont ici. Ils ont pris d'assaut ce service de duplicata de plaques minéralogiques et tatouages de Yopougon. Tous ont un souci avec le plaque d'immatriculation. Un autre point important dans la répression du gouvernement. Il veut se faire entendre, jugeant la situation insupportable. Quand les gens viennent, on nous fait changer les plaques, alors que la plaque n'est pas foutue. Voilà. La plaque est valable. C'est la bande de sécurité qui est effacée. Et voilà, c'est la bande de sécurité de l'autre côté. C'est une... Voilà ça. Voilà ça. C'est plastique. C'est plastique, on peut l'enlever. Il suffit de demander seulement. Je suis venu pour refaire ma bande de sécurité. Il y a son prix à part. On nous fait payer 14 000 francs pour changer nos plaques. Depuis 5 heures, on est là et personne n'a été reçu. Or, les gens que vous avez vus dedans là, ce sont les gens qui ont déposé depuis 3 jours. Oui. On dit depuis 3 jours, ils n'ont même pas encore reçu leur reçu. À plus forte raison, nous qui sommes là. Désespérés, certains font même des propositions. Si vous pourrez créer des plateformes pour nous, pour qu'on puisse payer en ligne, comme c'est fait pour la carte d'identité, pour que nous puissions évacuer nos occupations, si on peut payer en ligne, c'est mieux que faire tout ce rang. Après une vaste opération de sensibilisation qui a duré plus de 3 mois, suivie d'une phase test de la vidéo-verbalisation, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire juge que les transporteurs disposaient de temps. La note de la vidéo-verbalisation, elle est pendante depuis 2018. Les caméras ont été installées et nous avons eu plusieurs séances de travail que nous avons toujours rendues dans les gares routières comme information. Pour dire, essayez de faire l'effort, mettez-vous dans les normes, d'un. De deux, faites l'effort, c'était prévu pour le 1er août. Les transporteurs, dans leur plus de 80%, nous ont rapproché pour demander un report. Le ministre des Transports, M. Amadou Kone, a accepté de reporter jusqu'au 7 septembre, plus d'un mois. Donc on n'a plus d'arguments, parce que même si on reporte jusqu'en janvier, il y a des transporteurs qui ne vont jamais se mettre en règle. Par ailleurs, il invite les transporteurs à se conformer à la décision du gouvernement. Chers chauffeurs, chers brameurs, faites l'effort.
faites-vous respecter et respectez la corporation que vous représentez. Si vous avez les reçus que les plaques d'immatriculation ne sont pas faites, prenez contact avec nous. Nous avons demandé à monsieur le ministre des Transports, si le concessionnaire de l'État de Côte d'Ivoire qui imprime les cartes, les plaques d'immatriculation n'arrivent pas à le faire, que l'État appelle d'autres pour que les cartes soient rapidement faites et qu'on vienne nous les poser sur nos lieux de travail. On manifeste pour la légalité et pour la loi. On ne manifeste pas dans le faux, c'est une honte. Ce sont entre 6 000 et 7 000 infractions qui ont été notifiées par SMS à leurs auteurs, seulement pour les journées du 7 au 8 septembre, selon le préfet de police d'Abidjan, Dosso Siaka. Il indique également que 236 véhicules, 125 motos et 29 tricycles ont été immobilisés et mis en fourrière par ces services. La métropole compte 140 radars, un nombre que le gouvernement entend porter à 200 d'ici la fin de l'année. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a annoncé ce mercredi la mixité de vaccins à travers le comité de veille sanitaire. Dès ce jeudi 9 septembre, les doses AstraZeneca et Pfizer seront mélangées. 500 000 personnes étaient en attente de leur deuxième dose. Les sites de prise en charge dédiés aux cas positifs sont saturés avec un taux d'occupation des lits de 95%, voire 100% dans cette troisième vague. Les populations sont à nouveau invitées à respecter les mesures barrières. Les villages de Kofikro et Akwe-Agban se disputent 114 hectares de terrain. L'affaire est arrivée au tribunal de première instance et au Conseil d'État. Ce litige éprouve la fraternité entre ces deux populations, comme nous l'explique Alassane Drabou. Voilà une partie des 114 hectares de terrain qui divisent les populations de Kofikro et Akwe-Agban. Les terres sont situées à Kofikro, village de la sous-préfecture de Bingerville. Cet après-midi, les jeunes du village font arrêter des travaux sur le site qui leur appartiendraient. On a fait arrêter les travaux de façon pacifique. On leur a dit de nous montrer les documents qu'ils ont. Ils n'ont pas de documents appropriés. Et ici, notre lotissement, c'est le lotissement de Kofikro. Et ils viennent avec un lotissement qui dit un botopoto. C'est comme ça qu'ils appellent, un botopoto, que c'est le lotissement. C'est eux qui ont le lotissement et nous, on est venus empiéter ici pour eux. Oh, il y a très longtemps, notre lotissement existe. Alerté, le responsable du foncier du village est venu en personne constater l'arrêt des travaux et nous informe, documents à l'appui, que les terres appartiennent aux familles de son village. Notre lotissement a été approuvé en 2016, le 20 juin 2016. Et depuis, nous avons établi les guides. Nous avons mis dans ce guide figurent les noms des familles qui possèdent des terres avec le nombre de lots qui le possèdent. Plus tard, Agban porte plainte contre nous, soit disant que nous avons empiété sur leur lotissement. Le village Akwe-Agban revendique également la propriété de ces terres. Le chef du village, n'ayant pas reçu l'approbation des siens pour s'exprimer, c'est ce notable également responsable du foncier qui nous donne la position d'Akwe-Agban. Nous sommes dans une circonscription qui appartient aux Achans, les Hébriers, les Akwe. Akwe, nous faisons 13 villages. Dans la fatrie Akwe, nous avons 13 villages. Bon, Kofikro, ça ressort d'où? Ça ressort de nulle part. Mais c'est des frères qu'on a accueillis. Mais quand on t'accueille, il faut savoir ta place. Le village nous a demandé de rester calme. On va parler. On va trouver des solutions pour éviter des conflits fonciers. Approché, le sous-préfet de Bingerville n'a pas voulu se prononcer sur la situation. Une chose est certaine, pour certains villageois, ce litige impactera à coup sûr la longue fraternité entre les habitants de ces deux villages. Combattre plus efficacement la pauvreté et le chômage à travers l'entrepreneuriat, c'est le but de la conférence sur la jeunesse organisée par les élus de la commune de Koumassi. Elle s'est tenue hier dans la dite commune. On en sait plus avec Mohamed Ouattara et Alassane Drabou. Conseils et recommandations sur l'autonomisation de la jeunesse. Nous sommes à une conférence publique initiée à l'intention des jeunes de la commune de Koumassi. L'impact du paramètre démographique et des questions de jeunesse sur le futur de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette conférence, animé par Justin Kofi, professeur d'université. Occasion pour lui de présenter les projets du gouvernement face aux problèmes que rencontre la jeunesse dans son ensemble. La jeunesse, qui est le pilier de la vision
Côte d'Ivoire 2030 du président Alassane Ouattara. La finalité de la politique de la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, c'est la jeunesse. Je vous ai donné 5 piliers qui doivent être portés par la jeunesse, qui devient une jeunesse non pas consommatrice, mais une jeunesse constructrice et après consommatrice des bienfaits de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nombreux à avoir fait le déplacement, la jeunesse se dit heureuse d'avoir appris de cette conférence. Cette formation a été très qualitative dans la mesure où elle nous a appris beaucoup de choses nouvelles. Elle nous a appris certaines valeurs qu'incarne notre République. Cette conférence nous a mieux fait comprendre encore la vision du président de la République. Cela vraiment nous a été vraiment très bénéfique d'assister à cette conférence. On pense qu'avec jusqu'en 2030, vraiment au moins le taux de chômage au niveau de la jeunesse en Côte d'Ivoire vraiment va baisser. J'ai été très heureux de prendre part à cette conférence. Cette initiative des élus de la commune de Koumassi vise à toucher du doigt toutes les questions de jeunesse sur le futur de la Côte d'Ivoire. En tant que responsable politique, de mettre notre jeunesse en ordre de bataille, rassurer la jeunesse, redonner confiance à la jeunesse. Nous avons projeté donc la vision du président aux horizons 2030, ce que la jeunesse peut attendre de cette vision. La jeunesse compose 57% de la population ivoirienne et fait face aux problèmes liés majoritairement à l'employabilité. Parlons éducation, la dictée marque son retour au cycle primaire et au premier cycle du secondaire, annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui a déclaré que pour l'évaluation de l'orthographe, le format en vigueur consacre 2 outils d'administration de l'épreuve au primaire et au premier cycle du secondaire. Le ministre Mariatou Koné a souligné que l'utilisation effective et régulière de ces 2 outils contribue à développer les compétences des apprenants et apprenantes en orthographe. L'école primaire publique Bonois 1 a un nouveau visage. Elle a été réhabilitée par l'ONG ADEO, offrant ainsi aux élèves et enseignants un meilleur cadre pour recevoir et dispenser un enseignement de qualité. L'infrastructure rénovée a été présentée le vendredi 27 août dernier. Anissette Kono. Fini les conditions d'apprentissage difficiles pour les 2000 élèves de l'école primaire publique à Kpagnaï de Bonois 1. La toute première école de la ville de Bonois vient de bénéficier d'un nouveau visage. En plus de la réhabilitation des salles de classe, l'école a été équipée en latrines et de plusieurs points d'accès à l'eau potable, des infrastructures qui devront améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants. Nous sommes en joie ce matin. Notre école était dégradée. L'ONG ADEO a réhabilité notre école. J'étais l'un des élèves de cette école. L'école qui a été la plus débraillée dans cette ville-là. Aujourd'hui, nous la revoyons comme neuve. L'initiative acquiert l'adhésion des chefs traditionnels de la municipalité et des responsables de l'école. Pour les initiateurs, la réhabilitation de cet établissement favorisera l'accès à l'éducation pour tous. On ne peut pas apprendre dans un environnement insalubre. Lorsqu'un élève vient en salle de classe et que c'est le désordre total, il n'est pas motivé à apprendre. Quand on a constaté l'état de délabrement de cette école, on s'est dit qu'il était urgent d'engager des travaux là. Et c'est ce qu'on a fait. Durant 1 mois, on était à pied d'œuvre et aujourd'hui, on obtient ce beau résultat-là. Entièrement financé par la Fondation ADEO avec l'appui de ses partenaires, la réhabilitation de cette école, la toute première de la ville de Bonois, a coûté 3 millions de francs CFA. En sport, les éléphants basketteurs ont reçu un vibrant hommage suivi d'une décoration de la part du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Donhaut. Ils ont été élevés au grade de chevalier et officier dans l'ordre du mérite sportif. La cérémonie s'est tenue à la rotonde du Palais des Sports de Trècheville. Pour rappel, les éléphants ont obtenu la médaille d'argent lors de la 30e édition de l'Afro-Basket. Ailleurs, les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont décidé mercredi 8 septembre de suspendre la Guinée des instances de décision de l'organisation et de dépêcher jeudi une mission dans le pays à la suite du putsch de dimanche. Ils demandent que ces décisions soient endossées par l'Union africaine et les Nations unies. Les dirigeants de la CEDEAO ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé, sa libération immédiate ainsi que celle de toutes les personnes interpellées.
Un peu plus loin, claque électorale au Maroc pour le PJD, le parti Justice et Développement, majoritaire depuis 10 ans au Parlement et à la tête du gouvernement sortant. Il n'est même pas dans le trio de tête après les législatives d'hier, c'était le mercredi 8 septembre. Les résultats provisoires ont été annoncés dans la nuit. Le parti de la Lampe n'obtient que 12 des 365 sièges du Parlement marocain, lui qui était pourtant sorti vainqueur des précédentes législatives de 2011 ou 2016. Non loin de Kaboul, le commandant taliban Hassan contemple les restes de ce qui fut la dernière base de la CIA en Afghanistan. Un fatras de véhicules, bâtiments et munitions détruits à la hâte. Ils ont tout détruit avant de partir, souligne ce commandant de la batterie 313, une unité d'élite des talibans, lors d'une visite médiatique de l'ex-base américaine de Camp Eagle, non loin de l'aéroport de Kaboul. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous dis à demain pour un autre journal.